Bonsoir, soyez les bienvenus sur Moselle TV. Voici les titres de ce mardi 7 février. Fermer les cercueils de l'hôpital de Mercy, c'est le triste quotidien du maire d'Ars-la-Quenexy, faute d'officier de police judiciaire dans sa commune. Il a récemment écrit une lettre au préfet pour l'avertir de sa situation. Comment les entreprises font face à la hausse des prix de l'énergie? Nous irons du côté de Sarreguemines chez Clarios. Vous le verrez, pas avare de solutions. Le FC Metz plus que jamais dans la course à la montée en Ligue 2. Nous reviendrons dans quelques instants sur leur belle victoire face à Amiens. La météo, le soleil restera parmi nous. Demain, cependant, les températures descendront en dessous de 0 degré en matinée et jusqu'à 6 l'après-midi. Et puis l'invité du jour est Mélanie Blandin, responsable de la CFDT en Moselle. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons ensemble sur cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Mais d'abord, on développe les titres du jour. On débute Moselle Info avec ce verdict très attendu du tribunal judiciaire d'Épinal. Souvenez-vous, le maire de Metz avait été jugé le 3 janvier dernier pour prise illégale d'intérêt. Il a été condamné ce mardi à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 10 000 euros. Pour rappel, il est reproché à François Grosdidier d'avoir fait verser, alors qu'il était député en 2011, une subvention de 60 000 euros au titre de la réserve parlementaire à l'association Valeurs écologiques dont il était le président. Dans des communiqués, les écologistes et le groupe RN et apparentés de la région Grand Est ont réclamé la démission du vice-président à Franck Leroy, nouveau président depuis un mois. On écoute le principal intéressé. Si le juge avait considéré que j'étais indigne d'être élu, je serais condamné à une peine d'éligibilité. Ceux-là veulent se substituer au juge, souffrent peut-être de la confiance que mes concitoyens qui me connaissent m'ont toujours accordé depuis 20 ans, malgré ce type de campagne calomnieuse qui n'ont jamais cessé depuis 20 ans. Donc, je n'ai jamais détourné un euro. Je suis très fier de tout ce que j'ai fait. J'assume même, quand c'était autorisé, d'avoir demandé des subventions à la commune que je dirigeais comme à l'association que je présidais, parce qu'à l'époque, c'était les usages. J'ai toujours utilisé cet argent pour la population ou pour des causes que je soutenais. Et je me sens l'honneur totalement sauf et n'avoir jamais trahi la confiance que les électeurs mettaient en moi. Donc, ils peuvent rêver de ma démission puisqu'ils sont incapables de me battre électoralement, mais je leur offrirai certainement pas ce cadeau, et qui n'est d'ailleurs pas ce que demanderaient les électeurs, puisque ces accusations étaient déjà portées contre moi bien avant les élections. Je présume que vous avez reçu pas mal de messages de soutien depuis que la sanction est tombée, peut-être du président Leroy? J'en ai reçu énormément, effectivement, des messages de soutien de la part d'élus locaux, des collègues de la majorité régionale, mais aussi d'habitants. Dans la rue, la mobilisation continue à Metz. Ils étaient une dizaine de milliers ce mardi après-midi selon la CGT, 7 000 selon la préfecture à défiler contre la réforme des retraites. Des chiffres sensiblement similaires au 19 janvier, première journée de mobilisation, mais moins important que le 31 janvier. Au niveau national, du côté de la SNCF, on compte 25% de grévistes et pour l'éducation nationale, ce nombre descend à environ 13%. Cette histoire maintenant et ce maire fatigué de fermer quotidiennement un bon nombre de cercueils. Sa commune, Ars-la-Quenexy, héberge l'hôpital de Mercy. Et face à l'absence d'officiers de police judiciaire, c'est à lui qu'incombe cette tâche. Déjà surchargé, la fermeture de la morgue Félix Maréchal est la goutte d'eau qui vient faire déborder le vase. Explication Valentin Piovesan. Chaque jour à 11h30, Dominique Stremly doit venir sceller les cercueils du CHR de Metz-Thionville, hôpital situé sur sa commune, qui n'est pas considéré comme territoire police nationale. Quelquefois, on arrive à décaler les horaires de fermeture, on les avance ou on les recule, mais ce n'est pas toujours très simple. Donc c'est très chronophage et c'est très pénible à gérer. L'année passée, ce premier magistrat en a fermé 450, sauf que depuis mercredi et la fermeture de la morgue de l'hôpital messin Félix Maréchal, il craint la surcharge de travail supplémentaire. Ça veut dire que comme ils sont regroupés en établissements hospitaliers, que s'ils décident de fermer d'autres choses, d'autres établissements ou d'autres morgues ou d'autres
tout va revenir sur Mercy, c'est la porte ouverte après, et j'ai peur que ça fasse boule de neige. Dans une lettre, le maire notifie au préfet de la Moselle qu'il refuse de procéder aux opérations funéraires en provenance de Félix Maréchal. Une décision partagée par le sénateur de la Moselle, président des maires ruraux du département. L'hôpital aurait été bien inspiré de l'associer très en amont pour voir comment une solution aurait pu être mise en place qui prenne en compte les difficultés de cette commune. N'importe quel maire aurait réagi de la sorte. Contacté, le CHR de Messionville assure que le projet a été abordé en février 2022 lors d'une réunion entre le service de la mairie d'Ars-la-Connexie et le CHR de Messionville. Il ajoute que le nombre de défunts transférés à Mercy depuis l'hôpital Félix Maréchal a été estimé à 2%. La mairie d'Ars-la-Connexie débourse depuis l'ouverture de l'hôpital en 2012 15 000 € pour la gestion des démarches administratives liées à la fermeture des cercueils. Tout autre sujet désormais, c'est un chantier particulièrement attendu par les férus des 2 roues. D'ici la fin de l'année, les vélos comme les piétons d'ailleurs pourront relier en toute sécurité grâce à une passerelle Corny-sur-Moselle et Novéan-sur-Moselle. 10 mois après le début des travaux, le point avec Emma Facchetti. Le 5e et dernier appui en rivière est en train d'être posé. Cette fondation maintiendra prochainement la structure métallique de la future passerelle qui reliera Corny-sur-Moselle et Novéan-sur-Moselle, un chantier complexe de 5 330 000 €. Le fait d'être aussi à proximité de l'ouvrage routier est une contrainte particulière. Les travaux en rive gauche au niveau de Novéan sont aussi compliqués parce qu'on a très peu de place et des difficultés d'accès. Donc là, on a quelques contraintes quand même importantes sur l'opération. La passerelle, longue de 275 mètres et large de 3 mètres, répond à un besoin croissant. Il faut dire que l'ancien pont, construit dans les années 50, était jugé trop étroit et trop dangereux. C'est développer en toute sécurité le mode de déplacement doux, c'est-à-dire que les enfants de la rive droite ou les habitants de la rive droite puissent aller sur la rive gauche en toute sécurité. Et pour nous, c'est une passerelle éclairée, c'est une passerelle qui assurera cette desserte. C'est une mobilité douce sur des distances beaucoup plus longues, et puis c'est une mobilité douce au service du tourisme, puisque c'est aussi ce tourisme fluvial, c'est ce tourisme vert, c'est ce tourisme familial que nous souhaitons promouvoir aussi. Cyclistes et piétons pourront relier les 2 rives en empruntant la passerelle en fin d'année. Et nous sommes mardi, c'est l'heure de l'économie. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz et Moselle sans limite. L'énergie plus que jamais au cœur des préoccupations des particuliers comme des entreprises. À Sarreguemines, la société Clarios, appartenant au géant américain du même nom, leader mondial des batteries automobiles, nous a ouvert ses portes. Chaque année, elle assemble, charge, stocke et expédie jusqu'à 6 millions de batteries. Particulièrement énergivore, quelle solution a-t-elle trouvé pour faire face à la hausse des prix? Reportage. D'un côté, Clarios reçoit, stocke et expédie des batteries automobiles finies. De l'autre, elle en produit. Ici, on charge les batteries pour les rendre utilisables. Ce que vous voyez là, ce sont nos tables de formation. Nos tables de formation consomment environ 80% de notre consommation quotidienne en électricité. Cette année, Clarios espère diminuer de 5% son besoin en électricité pour charger ses batteries. Soucieuse de son impact énergétique, l'usine a également souscrit à un contrat d'effacement avec son prestataire. L'objectif de ce contrat, en fait, c'est qu'on ait une notification la veille à 16h pour s'effacer le lendemain entre 7h et 20h. Concrètement, la production est totalement coupée durant cette tranche horaire. Si cela n'est jamais arrivé pour le moment, l'entreprise vaille au grain. À Sarreguemines, comme dans les autres usines, nous avons mis en place certains outils de suivi qui nous permettent de vérifier quotidiennement la consommation d'électricité, de gaz et d'eau. Consommation optimisée grâce par exemple à cette installation qui récupère la chaleur émise par les tables de formation afin de chauffer l'usine. Et pour ce qui est de l'électricité, le parc d'éclairage a totalement été renouvelé. Nous avons un objectif permanent de réduction des consommations d'énergie. Donc on investit chaque année dans des projets destinés à optimiser la consommation électrique, notamment par la mise en place de systèmes de LED, par la mise en place de systèmes de cellules crépusculaires au sein de nos communs. 30 000 € y ont été investis en tout, mais Clarios ne compte pas s'arrêter là. Prochaine étape dans les 2 ans à venir, l'installation de panneaux photovoltaïques pour produire sa propre électricité.
Culture maintenant, c'est le fruit d'1 an et demi de préparation entre la ville de Thionville et l'association Des mots et débats. Du 16 au 19 mars prochain se déroulera la première édition du festival Polythéa. Au programme, spectacles, rondes et autres conférences sur le thème de la liberté. On écoute l'adjoint à la culture de Thionville et le président de l'association Des mots et débats, le tout au micro d'Alicia Hiblot. L'élément déclenchant pour moi a été la crise du Covid. Et les nombreux reportages qu'il y a eu sur les différentes télévisions et les réactions des gens qui évoquaient la notion de liberté parce qu'ils étaient contraints à mettre des masques, parce qu'ils étaient contraints d'abord au confinement. Et c'est cette évocation du mot de liberté utilisée à tout bout de champ qui a déclenché chez moi cette réaction, me disant il faut à tout prix qu'on arrive à faire quelque chose pour évoquer la notion de liberté. Liberté de conscience, liberté d'opinion, liberté de disposer de son corps, liberté de mourir dans la dignité, liberté des femmes, liberté d'écrire, liberté d'expression. On a vraiment choisi de décliner ça en 30 tables rondes, entretiens, leçons. 60 invités, des écrivains, des philosophes, des historiens, des politiques, des journalistes. Un festival, c'est aussi un lieu d'autres rendez-vous. Il n'y a pas que des tables rondes et des choses entre guillemets sérieuses, mais il y a des moments festifs, forcément, de la musique, du jazz dans les rues, musique par essence de liberté, justement, du théâtre, des lectures, du cinéma avec une avant-première au cinéma La Scala. Il y aura des leçons d'histoire, par exemple, avec deux historiens marquants, Pascal Horry et Thierry Lenz. Des leçons de philosophie avec Michael Fessel, qui d'ailleurs est né à Thionville, et Raphaël Enthoven. Des entretiens avec deux politiques, Bernard Cazeneuve et Édouard Philippe. On couvre donc beaucoup de palettes de la notion de liberté, mais qui est un travail qui a été fait aussi à l'extérieur. Alors auprès des écoles, bien entendu, on aimerait avoir beaucoup d'étudiants, puisque les lycéens et les étudiants, c'est eux qui vont être confrontés à ces problèmes de liberté. Et en sport, toujours, le président de la Fédération française de tennis, Gilles Moreton, était de passage ce lundi en Moselle, dans le club de l'ASPTT Metz plus précisément. Un déplacement dans le cadre de son nouveau Tour de France, Ensemble pour les clubs. Nos journalistes l'ont suivi. Rencontrer les présidents de clubs, les bénévoles, mais aussi les enseignants, l'initiative Ensemble pour les clubs est avant tout la marque de la proximité. Gilles Moreton et son équipe ont fait escale à Metz pour la 6e étape de leur projet. L'idée est de réaliser un premier bilan des actions réalisées par la Fédération française de tennis et d'apporter aux acteurs locaux des pistes de travail et des clés de réussite pour l'avenir. L'objectif est double. La première, c'est d'apporter des réponses assez précises. Et la deuxième, c'est d'écouter nos clubs sur des remarques, des reproches, des questions qu'ils ont. Et puis se nourrir de cela pour faire avancer un petit peu le tennis français. Comment faire de mon club un club attractif? Comment rendre mon école de tennis plus attrayante et plus performante? Ou encore, comment associer les parents en tant que premier partenaire éducatif? Ces questions visent à développer la pratique du tennis sur le territoire qui veut profiter une nouvelle fois de cette initiative. Alors on a déjà fait ce genre d'événement l'année dernière. L'enjeu c'est évidemment de toujours faire parler du tennis, de s'ancrer sur le territoire. Des répercussions immédiates non, pas forcément, mais c'est vraiment sentir que la fédération est aux côtés des ligues, aux côtés des comités départementaux et surtout aux côtés des clubs. C'est ça qui est très important et on voit ici sa vie. Je suis en sueur, j'ai joué avec des enfants qui ont envie de jouer au tennis. Le tennis est en progression donc c'est vraiment une super journée. Se préoccuper du présent et préparer le futur. Ces moments de partage avec d'anciens champions comme Nicolas Escudé ou Paul-Henri Mathieu permettent aussi de s'exprimer de vive voix, mais aussi raquette à la main, l'occasion d'échanger quelques balles avec les joueurs et joueuses de demain. Et place maintenant à notre invité du jour.
Mélanie Blandin est toujours avec nous sur le plateau de Moselle Info. Je le rappelle, vous êtes la responsable de la CFDT en Moselle. Alors ce mardi 7 février, vous êtes pour la 3e fois mobilisé massivement dans les rues. Une autre journée de manifestation est prévue ce samedi qui arrive. Alors j'ai cette question, jusqu'où cette protestation peut-elle aller ? La protestation, elle va continuer jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. Et le gain de cause, c'est retirer cette réforme qui nous paraît injuste et brutale. Je l'avais déjà dit une fois précédente, l'intersyndicale est là parce que cette réforme, un, on ne l'attendait pas, et deux, ces mesures nous paraissent injustes aujourd'hui. Voilà. Quelle est votre stratégie dans les jours qui vont venir ? Continuer les mobilisations massives et pacifiques ? Alors, pacifique, oui, il n'y a pas de raison de détruire le pays ou de le bloquer. C'est de montrer notre mécontentement. Ce qu'on appelle ça la mobilisation, c'est de bien montrer que ça touche les citoyens, que les citoyens sont derrière nous. Les sondages l'ont montré, qu'une majorité des Français sont opposés à cette réforme. Et voilà, ça se retraduit dans la rue. Il n'y a pas de raison que ça soit plus violent. Le but, c'est de dire notre protestation, mais je pense qu'on l'a démontré dans le calme. Justement, quels sont les profils que l'on retrouve dans la rue, vous qui justement Alors justement, les profils, ils sont divers et variés. Au début, on a les militants, mais on voit bien qu'il y a aussi les adhérents, et puis les salariés, des familles aussi. On a la jeunesse qui nous a rejoints quand même aussi. Donc ça touche toute la société. On voit que ce système, tout le monde y tient et souhaite qu'il continue. Et puis ça pose... Cette réforme, elle met en avant une situation que vivent les gens, et notamment dans l'emploi et dans la pénibilité aujourd'hui de leur travail, ou de conditions de travail qui sont pas simples. Il y a aussi l'histoire du pouvoir d'achat. Et cette réforme, si vous voulez, elle a un peu mis en avant c'est une étape en plus. Et donc aujourd'hui, oui, les citoyens se rejoignent là-dessus. Alors sur le fond, on va y revenir dans quelques secondes. La journée de samedi, c'est aussi l'occasion pour tout le monde finalement de montrer son mécontentement. Je pense aux travailleurs qui ne viennent pas forcément en semaine. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la mobilisation était un peu moindre que les fois précédentes. Alors elle est un peu moindre. Elle est quand même au même niveau que la première. Donc ça, c'est déjà... à montrer que ça ne s'essouffle pas. Et puis, vous l'avez peut-être entendu, mais on a appelé dès la semaine dernière à ces 2 journées. Et donc, effectivement, on s'attendait à ce que des gens fassent des choix. Comme on le voit bien, les grèves ne sont pas à un niveau élevé et ont plutôt tendance à baisser. Et donc, les gens, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir... dire leur mécontentement, mais pas forcément sur une journée de grève. Donc, d'où ces 2 jours de mobilisation. Et je pense que si on fait le bilan en fin de semaine, on verra que la mobilisation est toujours là et peut-être même encore plus forte que les semaines passées. Pour l'instant, pas de réaction du gouvernement. Est-ce qu'il y a une forme de déconnexion finalement de ce qui se passe dans les rues ? Si ça se poursuit comme ça, oui, il y aura ce sentiment de déconnexion qui est déjà présent dans la société, dans ce que pensent certaines personnes. Mais voilà, il y a le temps législatif. Si on continue à se mobiliser, c'est parce qu'on s'attendait à ce que, justement, aujourd'hui, devait passer l'article 7 qui pose problème, qui est cet article qui parle de ces 64 ans, qui est vraiment la mesure... C'est le gros point noir. C'est le gros point noir. C'est la mesure qui nous paraît la plus injuste. Pourquoi alors ? Alors pourquoi ? Parce que 64 ans, c'est surtout les gens qui commencent tôt qui vont en pâtir, et c'est souvent ceux-là qui cumulent déjà les carrières longues, des métiers pénibles et parfois même des salaires peu élevés. Et donc, pour nous, c'est vraiment une mesure injuste aujourd'hui. Elisabeth Borne a annoncé que les personnes ayant justement commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à la retraite à 63 ans et non à 64. Ce n'est pas suffisant. Non, ce qui n'est pas suffisant, c'est de ne pas prendre en compte les carrières longues, des avancées sur la pénibilité qu'on attend quand même depuis un certain temps. C'est une négociation qui était vraiment en demi-teinte. Quel genre d'avancée vous espérez ? On demandait l'intégration de nouveaux critères de pénibilité qui n'avaient pas été entrés au début de la loi et qui ne le sont toujours pas, et qui permettraient aussi à ces personnes qui ont des métiers pénibles de partir plus tôt. Et aujourd'hui, ça n'est toujours pas le cas.
On parle aussi beaucoup d'emplois seniors. Là aussi, c'est un point noir, même s'il y a un petit pas en avant du gouvernement. Alors, l'emploi des seniors, ça reste un vrai problème. Déjà, une partie sont en invalidité, mais il y a quand même aussi un problème de fin de carrière. On voit que les Français attendent des aménagements de fin de carrière. Et ça fait un certain temps qu'on propose d'étendre ces fins de carrière progressives pour aborder le temps vers la retraite, l'âge, puisque il y a quand même une certaine fatigue dans le travail. Et donc cette possibilité de carrière progressive, donc ça c'est aussi une revendication qu'on a et qui n'a pas été entendue partout. Voilà. De travailler sur cet emploi, sur cette fin de carrière, c'est un vrai sujet de société. Et ça n'a pas été mis non plus en avant lors de cette réforme. Alors c'est vrai qu'avec la réforme des retraites, on oublierait presque finalement les prix de l'essence, les prix d'énergie qui augmentent aussi, eux. Alors, oui, c'est ce que je disais la fois précédente, excusez-moi, c'est que aujourd'hui, il y a un problème de pouvoir d'achat. Et donc avec l'inflation, les prix qui augmentent, le prix de l'énergie qui augmente. Donc la première préoccupation aujourd'hui, c'est quand même d'assurer ces fins de mois. Et la question de l'emploi, de la qualité, de la condition. Et cette réforme, elle vient un peu, à notre avis, à un mauvais moment et elle ne nous paraissait pas urgente. Aujourd'hui, ce n'est pas la première question que se posent les gens le matin. Merci beaucoup, Mélanie Blandin, d'avoir pris un peu de votre temps pour cette intervio sur le plateau de Moselle Info. Merci à vous. L'image du jour pour clôturer cette édition. En musique, Stéphane Escher et son spectacle Et voilà a fait salle comble à Meisenthal. L'artiste suisse est actuellement en tournée en France et de passage en Lorraine pour 3 dates. L'occasion de découvrir ses nouveaux morceaux, mais également de profiter encore et encore de ses titres incontournables. Et voilà, c'est la fin de Moselle Info. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, pour voir et revoir nos programmes, rendez-vous sur notre site internet moselle.tv ou sur nos réseaux sociaux. Tout de suite, retrouvez la météo avec René Anne, suivi du Graouli Mag. Excellente soirée sur notre chaîne.